et je vais surtout vous parler des enjeux cognitifs. Alors voici notre cerveau, donc des neurones, un réseau de neurones, et tout ça est le siège de notre capacité cognitive, de notre fonctionnement cognitif, que vous connaissez au travers de fonctions bien connues, de l'attention, des fonctions exécutives, etc. Et dans nos travaux scientifiques, en fait, il faut savoir que ces fonctions cognitives sont évaluées avec des tests neuropsychologiques qui peuvent prendre cette forme, comme des tests de mémoire, de flexibilité attentionnelle ou bien de raisonnement. Et en fait, vous le savez, avec l'avancée en âge, finalement, ce fonctionnement tend à ralentir, à être moins efficient, ce qui pourrait former une certaine inquiétude. Mais nous avons la chance d'avoir un cerveau qui possède un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir, c'est ce qu'on appelle finalement la plasticité. C'est-à-dire que notre cerveau a cette capacité à remodeler ses connexions, à créer de nouvelles connexions cérébrales et même à éliminer celles qui pourraient limiter son efficience. Alors cette plasticité cérébrale et cognitive, finalement, comment elle fonctionne ? C'est donc un potentiel latent d'amélioration que chaque individu peut développer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce potentiel, en fait, il est très malléable. Il est très malléable et il est donc sujet à l'amélioration pour rendre notre fonctionnement cognitif plus efficient. Et ça, finalement, à tous les âges de la vie, comme ce graphique l'illustre. Bien sûr, les capacités maximales de notre cognition restent quand même limitées par l'âge biologique. Et puis, on sait qu'on a quand même une petite tendance décroissante à partir de 50 ans et non 40 ans, comme certains pourraient commencer à le dire. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce potentiel, cette plasticité, en fait, peut être influencé par de nombreux facteurs. Alors, des facteurs intrinsèques, on pense tout de suite à la génétique, bien entendu, mais les travaux scientifiques montrent depuis maintenant certaines années qu'en fait, il y a une richesse dans nos facteurs extrinsèques. Et donc, si on enrichit notre quotidien avec des stimulations pertinentes, eh bien, on peut essayer de maximiser, d'optimiser notre vitalité cognitive. Et donc, nous avons démontré dans la recherche scientifique qu'il était important finalement d'enrichir donc ce quotidien avec de nombreuses stimulations nouvelles, diverses, pertinentes pour avoir des trajectoires développementales les plus optimisées possibles. Et donc, il est important de construire notre quotidien avec des stimulations physiques, des stimulations cognitives et des stimulations évidemment sociales. Alors du coup, l'idée, c'est de dire qu'on devrait en fait tous muscler notre cerveau, même si notre cerveau n'est pas un muscle, mais l'image fonctionne très très bien. Et il y a un adage très connu dans la recherche qui est « use it or lose it », c'est-à-dire « utilise-le ou perds-le ». Donc l'idée, c'est vraiment de solliciter notre cerveau et ses réseaux de neurones le plus possible pour avoir un fonctionnement cognitif le plus optimal possible. Et donc, bien sûr, le sujet, l'objet qui nous réunit aujourd'hui, c'est évidemment le jeu vidéo. Et donc, la question que je pose à travers cette petite présentation, c'est « et pourquoi pas le jeu vidéo pour muscler notre cerveau ?» Alors, on est en 2024. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ? Eh bien, pas tout à fait, vous vous en doutez bien, puisque les jeux vidéo, on va dire que le point de départ, c'est à peu près dans les années 70. Et puis, rapidement, dans les années 80, des chercheurs se sont finalement posé la question, est-ce qu'il y a un intérêt à faire jouer des personnes qui avancent en âge ? Alors, à l'époque, il est assez difficile d'aller dans des associations voir des seniors qui jouent régulièrement. Donc, on va prendre des seniors qui ne jouent pas et on va les faire jouer pendant un certain temps et on va mesurer avec ces tests neuropsychologiques la cognition avant et après l'entraînement pour voir si finalement ça peut avoir un intérêt. Donc, dans les années 80-86, vous voyez déjà des premiers gameplays assez simples, Crystal Castle pour les plus connaisseurs. Donc, collecter des diamants, des pierres précieuses dans un château fort en évitant des ennemis. Et puis, avec simplement 2 mois de pratique régulière, à savoir avec seulement 1 heure de pratique par semaine, eh bien, les tests neuropsychologiques sur l'intelligence ou bien de la poursuite rotative, la coordination, passons, ont montré un gain pour les seniors. Donc évidemment, ces travaux se sont multipliés en diversifiant les mesures, les intensités d'entraînement et surtout les types de jeux. Et donc plus tard, on voit des jeux bien plus connus, Donkey Kong, Pac-Man qui sont testés, avec également des bénéfices. Et puis des jeux avec des logiques un petit peu plus différentes, Tetris, faire des lignes
et manipuler des objets avec des intensités d'entraînement un petit peu plus différentes, 5 heures par semaine, donc un peu plus intense, des périodes plus courtes et aussi des bénéfices. Bien sûr, dans la littérature, il y a une multitude de travaux scientifiques sur le sujet, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et on a des gameplays donc, qui vont évoluer à travers le temps, des jeux de stratégie avec des graphismes plus évolués, du jeu en temps réel, donc c'est-à-dire avec des connexions Internet, des jeux qui vont avoir un objectif de stimuler la cognition et donc qui vont s'inspirer très largement des tests neuropsychologiques. Et puis un petit peu plus tard, on a même des jeux qui émergent des laboratoires de recherche avec une prétention plus affichée de rééduquer la fonction cognitive. Et donc, on a comme ça toute une évolution du jeu. Alors nous, on a analysé cette littérature avec mes collègues et on a bien vu cette trajectoire d'un nombre croissant d'études. Et on a vu, comme l'a souligné Nicolas tout à l'heure, une hétérogénéité de jeux et donc du coup aussi de bénéfices cognitifs. Et donc nous, on s'est un peu, comme d'autres, posé la question de finalement quel jeu, pour quel bénéfice. Et puis, est-ce qu'il faut mieux miser sur ce que je vais appeler des stimulations clairement affichées, explicites, ou des stimulations implicites. Et donc nous, on a mené une étude, on s'est un peu amusé. On a réparti des seniors en 3 groupes. Un groupe qui a joué à un jeu bien connu d'action, Super Mario. Un jeu bien ennuyeux qui s'appelle le Dr Kawashima, donc très inspiré des protocoles de laboratoire. Et puis un groupe qui finalement ne pratiquait pas. Donc vous voyez qu'on a bien 2 gameplays très différents. Un jeu que moi j'appelle de stimulation explicite où on affiche le message, on va stimuler votre cerveau, on calcule votre âge cérébral et en dessous finalement on va jouer pour jouer avec un seul objectif qui est de sauver la princesse. Les résultats rapides de cette étude, comme vous pouvez le voir ici, en fait, on a le jeu issu, on va dire, de paradigmes de laboratoire qui stimule un peu, qui cible quelques fonctions cognitives. Et comme vous pouvez le voir ici avec cet encadré, eh bien, de manière assez étonnante, c'est finalement le jeu avec Super Mario, ce jeu vidéo d'action, qui a montré le plus de bénéfices sur la cognition, ce que nous, on va appeler un transfert intertâche. Et l'analyse qu'on en fait, l'interprétation assez simple que je peux livrer aujourd'hui, c'est qu'en fait, les caractéristiques intrinsèques du jeu sont probablement responsables de ces effets assez différenciés, avec un environnement assez monotâche, avec assez peu de variabilité au sein du jeu dans le Dr Kawashima, donc des transferts assez proches, c'est-à-dire j'entraîne une tâche et elle s'améliore. Alors que dans le jeu Super Mario, on n'a pas du tout la prétention d'améliorer l'attention, le raisonnement, la mémoire spatiale. Et en fait, on est dans un environnement riche, stimulant, variable. Et du coup, c'est ce qui explique probablement qu'on a davantage de bénéfices. Alors, pour conclure et ensuite passer la main à mes collègues, on peut aussi s'intéresser à un autre paradigme qui a évolué en parallèle de ces travaux scientifiques dans le jeu vidéo sédentaire qu'on peut qualifier de moteur, c'est le fait de jouer en bougeant. Et donc, dès le début des années 2000, donc finalement, on va dire une vingtaine d'années après les premiers travaux chez les seniors sur le jeu vidéo moteur sédentaire, on a vu donc ce phénomène des jeux vidéo actifs qu'on appelle exergames ou exergaming, qui est donc la contraction de termes anglais, vous en doutez bien, exercise and gaming. Et en fait, ce jeu-là, enfin, cette manière de jouer, différentes interfaces, très rapidement. En 1998, Dance Dance Revolution, on a vu une vidéo de Nicolas tout à l'heure. Et puis en 2006-2007, l'arrivée de cette Nintendo Wii avec une appropriation totalement inattendue de la communauté des seniors et un engouement assez important, je vais en parler juste après. Et puis, on peut aussi avoir l'exergaming dans un paradigme totalement différent, le fait de connecter un jeu à un ergocycle. Et puis, aujourd'hui, il y a d'autres manières de jouer, mais Neva vous en parlera tout à l'heure. Et donc, parallèlement à ces travaux dans le jeu vidéo moteur, on voit une gamification donc, de l'activité. 1 minute, c'est parfait. Et donc, dès les années 2011-2012, il y a eu des travaux précurseurs pour se dire « Ok, le jeu vidéo sédentaire a des effets sur la cognition des seniors, pourquoi pas le jeu vidéo actif ?» Donc là, vous avez 2 études, la nôtre à gauche et des Américains à droite, qui étaient aussi spécialistes de l'activité physique, qui se sont posé ces questions, finalement, quel bénéfice? Et donc ces 2 travaux, ces 2 études en 2012, qui ont donné un point de départ à une multitude de travaux aujourd'hui,
ont montré des bénéfices cognitifs comme le jeu vidéo sédentaire pouvait en apporter, mais surtout, et ça c'est une modernité, des bénéfices physiques. Et du coup, ça ouvre de vastes questions scientifiques. Quels sont les enjeux physiques derrière ces nouvelles modalités de pratique? Et donc ça, Olivier vous en parlera juste après. Et aussi, du coup, quels sont les enjeux combinés de cette double stimulation entre les enjeux physiques et les enjeux cognitifs? Et Neva conclura notre intervention avec ce sujet-là. Et donc, pour conclure, on a un intérêt grandissant dans de vastes domaines, à la fois la production scientifique et surtout des phénomènes sociétaux tels que Silvergeek. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pauline. C'était hyper intéressant et en plus dans un timing parfait. Et j'ai même pas besoin de faire la transition, c'est déjà qui intervient après.